personnes âgées dans des maisons de retraite sans avoir pris le temps de les choisir, d'en parler avec eux. Et on attend de subir plutôt que d'anticiper. Eh bien, c'est la question qu'on va se poser ce matin avec eux. Pourquoi ne pas anticiper ces vieux jours? Anne-Marie, vous avez lu le livre Synthèse de ce dialogue avant de les accueillir tous les deux. Alors évidemment, c'est un livre extrêmement intéressant parce que pour une fois, on aborde ce sujet qui est complètement tabou parce que tout le monde a peur de parler du grand âge, de la dépendance. On parle bien plus promptement, bien plus facilement de la mort que de la vieillesse. C'est un sujet que tout le monde fuit. Donc Édouard de Henzel, qui est le fils de Marie de Henzel, que l'on connaît très bien pour tous ses ouvrages qu'elle a pu faire sur la mort, sur la vieillesse, etc., a eu l'idée de partir à la rencontre d'hommes et de femmes de tous les âges qui eux-mêmes ont des parents pour savoir ce que ces jeunes gens, cette génération, la nôtre, souhaiterait pour ses parents. Et les avis sont extrêmement tranchés, c'est extrêmement intéressant puisqu'on s'aperçoit que d'une part, il y a ceux qui disent « Moi, mes parents, par devoir, par amour, par religion, pour tout ça, je vais les prendre à la maison, je vais aller vivre chez eux, je leur donnerai tout mon temps, etc. » Et puis il y en a d'autres qui disent « Écoutez, les parents, ils nous ont pas fait pour qu'on s'occupe d'eux, on n'est pas supposé être des gardes-malades, ils ont vécu une génération, la génération 68, où ils ont très largement vécu pour eux, et aujourd'hui, on a envie de vivre pour nous. » Donc c'est la rencontre, ce double regard de Marie de Henzel et de Édouard de Henzel, et à l'issue de tout ça, évidemment, ils proposent des solutions extrêmement concrètes. Alors on va les accueillir tous les deux, si vous voulez bien leur céder votre place, Marie de Henzel et son fils Édouard, qui ont donc, c'est assez nouveau, décidé d'aborder ce sujet, et l'originalité c'est qu'ils en parlent tous les deux générations différentes. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre? Édouard, est-ce que vous vous inquiétez des vieux jours de votre mère? Est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire d'elle quand elle sera plus âgée? Écoutez, moi j'ai la chance d'avoir une mère qui travaille sur ces sujets et sur ces questions depuis pas mal de temps. Donc forcément, elle nous en parle, donc elle anticipe pour elle-même. Donc ça m'est moins difficile que pour la plupart des gens de ma génération. Alors justement, parce qu'elle anticipe, parce qu'elle vous en parle, vous vous êtes dit, c'est peut-être pas le cas dans toutes les familles. Alors on se l'est dit, on le savait un petit peu, et puis c'est confirmé avec l'enquête que j'ai réalisée auprès de ma génération, qui en fait est parfois agacée, comme vous l'avez dit, par cette génération dite bénie des dieux. Ouais. Mais c'est très minoritaire. En fait, elle est surtout inquiète. Alors, elle exprime sa solidarité vis-à-vis de ses parents, mais elle est surtout inquiète, à la fois financièrement et humainement, quand elle se pose la question de savoir, quand on lui pose la question, parce que naturellement, elle ne se pose pas la question de la vieillesse et de la dépendance de ses parents. C'est normal, puisque ses parents ne se la posent pas non plus, cette question. Et quand on lui pose cette question, quand on l'interroge sur ses intentions, elle dit « Ouh là là, comment est-ce que je vais faire pour les prendre en charge, pour m'occuper d'eux, sachant que je ne sais pas si je vais toucher ma retraite ». Sachant que la longévité augmente et que maintenant c'est quand même des temps de 15 ans, voilà, donc ça paraît quand même difficile à la fois d'assumer financièrement et puis humainement. Et puis où parce qu'on n'habite plus forcément dans les campagnes, donc il faut avoir des logements adaptés. Donc c'est important de se poser la question. Vous dites qu'il y a une culpabilité parfois c'est ce qu'on ressent en tout cas à la lecture de témoignages. On va laisser de côté les témoignages que vous lirez en découvrant le livre. On va s'intéresser aux solutions. Est-ce que vous pensez, Marie, qu'il y aura une guerre de génération sur ce sujet-là? Alors, on le dit beaucoup. Moi, je l'ai lu, mais en fait, je crois que non. Parce qu'il y a quand même une valeur qui est très solide en France, c'est la famille. Ouais. Et la famille, c'est le pilier. Et je crois que cette valeur, elle existe encore. Et que moi, j'ai découvert dans cette génération beaucoup de générosité, beaucoup d'intentions généreuses. Je ne crois pas du tout qu'ils nous abandonnent. Par contre, ils sont inquiets. Et c'est vrai qu'on a une certaine responsabilité à ma génération de ne pas peser sur eux et d'essayer de vieillir le mieux possible pour... on a aussi une responsabilité d'en parler avec eux. Ouais. Parce qu'en fait, paradoxalement, le fait de ne pas en parler, c'est ce qui pèse le plus. Bien sûr. Donc, en parler avec eux, ça veut dire anticiper. Donc, vous proposez carrément des solutions concrètes et on va les aborder puisque nos téléspectateurs réagissent sur ce sujet-là et vous posent à leur tour des questions concrètes. Donc, anticiper, en parler, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord en parler avec eux, que ça soit plus tabou. Ça veut dire aussi, prendre des mesures financières. Comme des assurances. Des assurances, mettre de l'argent de côté. Ça veut dire aussi penser à l'endroit où on voudra vieillir si, effectivement, on devient plus fragile,
plus dépendants, parce que si on ne peut plus rester chez soi, par exemple, donc il y a des solutions auxquelles il faut qu'on réfléchisse. Par exemple, alors ça veut dire choisir sa maison de retraite. Aujourd'hui, je crois que la maison de retraite telle qu'elle existe aujourd'hui, ma génération n'en veut pas. On veut des maisons de retraite ou différentes, ou bien d'autres structures, des habitats groupés, des béguinages, par exemple. J'ai beaucoup développé ça. Alors, expliquez-nous ce que c'est, parce que moi, ça m'a paru très intéressant, cette idée-là, le béguinage. Ce sont des petites communautés, je dirais des gens qui décident de vieillir ensemble. En micro-société. En micro-société, des amis, par exemple, qui ont un projet commun aussi, peut-être aussi des activités communes, qui ont des affinités culturelles, spirituelles, sport, enfin bon, et qui décident de vieillir ensemble et qui choisissent l'endroit, qui s'y prennent d'ailleurs suffisamment à l'avance pour ça. Donc je crois que ce n'est pas des choses qu'on décide à 90 ans. Évidemment, il faut les décider en avance. Et puis, qui en même temps décident de ne pas s'abandonner réciproquement si elles deviennent très fragiles. Ça veut dire se soutenir. Ouais. Ça veut dire que dans cette logistique, il y a aussi peut-être des antennes médicalisées, des infirmières. Alors, ça suppose aussi ça. Ça suppose, oui, je crois qu'on va vers des domiciles, en fait, qui auront des services à la personne autour. Je crois qu'on va vers ça, des habitats groupés avec des services à la personne, y compris des services médicalisés, pour qu'on n'ait pas à vivre ce crève-cœur qui est le transfert dans un établissement pour personnes dépendantes. Parce que c'est ce qui ressort quand même dans les témoignages que vous avez recueillis. Ça reste un crève-cœur pour les enfants. Ben oui, l'exemple que donnent les parents, nous donnent nos parents, c'est on place entre guillemets nos propres parents et ça génère énormément de culpabilité. Et c'est quelque chose, quand ma génération regarde ça, qu'elle n'a évidemment pas envie de vivre. Culpabilité et puis un vrai coût financier. Alors vous parlez des béguinages, on a un reportage qui illustre cette idée-là. Alors il y a évidemment donc les béguinages dont vous parliez, il y a les familles d'accueil également dont vous ne parlez pas forcément mais qui sont des gens qui accueillent chez eux comme on peut accueillir des enfants. Et puis il y a les seniors qui décident d'eux-mêmes, alors c'est pas tout à fait du béguinage mais ça y ressemble un petit peu, de vivre ensemble dans une même maison. Alors on va se louer une maison à 1, à 2, à 3, à 4, on va se répartir les chambres, on va vivre ensemble en communauté dans le salon, dans la cuisine. Et moi j'ai été rencontrer Sylvain et Christiane qui ont décidé de louer une maison ensemble dans le sud de la France et de vivre côte à côte jusqu'à ce que peut-être un jour il y ait une grande dépendance et là ils céderont ou pas, mais en tout cas vivre cette époque de la vieillesse ensemble et regardez, ils sont extrêmement heureux dans cette maison. Oh, la belle vie. Christiane et Sylvain, ça a la couleur d'un couple, le goût d'un couple, mais ce n'est pas un couple. Je pratique la colocation depuis 4 ans avec Sylvain. Je lui ai proposé, d'une façon assez naturelle, d'habiter dans la maison que je venais de louer, qui est assez grande. On a chacun la possibilité, quand on a envie d'être seul, de se retirer. On a chacun notre liberté. C'est plutôt sympathique de ne pas être seul, de faire des choses à plusieurs, de partager les frais. Oui, on était gagnants. Bonjour, venez visiter le cocon. Alors ici, c'est le salon, donc avec 3 canapés. Le meilleur est occupé par Sylvain. On continue la visite. Ici, c'est la cuisine. Bon, c'est plutôt mon domaine, parce que Sylvain, il fait le café quand même le matin, mais enfin, c'est surtout pour lui. Ici, c'est ma chambre, c'est la plus grande, mais je suis la propriétaire, c'est normal. Et complètement au bout, c'est celle de Sylvain. Mais je l'entends quand même ronfler. Et là, c'est la salle de bain. On la partage tous les deux, avec des zones... Là, voilà, ça c'est mon coin, là. Et tout ça, là, ça, c'est à Christiane. Et là, il y a la chaise du chat. Et le chat est à tous les deux. Ici, c'est la chambre de Sylvain, la seule pièce fumeur de la maison. Quelle est la spécialité culinaire de votre colocataire? Les nouilles. La blanquette. Je trouve que par rapport à la vie de couple, à la vie de famille, c'est plutôt plus léger parce qu'il y a moins d'enjeux. Je ne vois pas les problèmes de la colocation entre gens de bonne volonté. Il n'y a pas de passé commun, donc en fait, c'est quelque chose de plus léger à les vivre. Ça peut être un enfer si les gens commencent à ne pas s'entendre, commencent à chipoter sur des détails matériels. Quelle est la tâche ménagère que votre colocataire déteste le plus faire? Je pense que ce doit être, comme tous les hommes, laver les mains. Ah ben tu te trompes.
C'est bien plus facile d'aller au cinéma avec d'autres que d'aller tout seul. Tout seul, on s'oblige un peu à sortir et faire la cuisine pour 2 personnes, ou 3 ou 4. Moi, je trouve que c'est agréable. Et manger à plusieurs, c'est plus agréable. Les gens souffrent énormément de la solitude. À 2, c'est tellement plus simple, tellement plus rigolo, tout simplement. Hein. Qu'admirez-vous le plus chez votre colocataire? Je ne sais pas. Ah bah dis donc. T'es sympa, toi. Se retrouver tout seul dans une grande maison, je n'envisage pas, j'arrive pas à l'envisager. La colocation, c'est très bon pour le moral, c'est bon pour une vie relationnelle, ouverte et plus joyeuse, quoi. Et voilà, Marie, vous parlez du bien vieillir, c'est un exemple? C'est un exemple parce qu'ils sont joyeux, ils me donnent l'impression d'être libres. Ils ne sont pas seuls. Ils ont décidé. Et ils ne sont pas seuls, voilà. Et ils ont décidé eux-mêmes. Oui, c'est ça qui est extrêmement important. Ouais. Justement, comment les parents peuvent-ils rassurer leurs enfants, selon vous? En leur disant, écoutez, on va tout faire pour vieillir le plus heureux possible, hein, prendre nos responsabilités. Et puis, mettre de l'argent de côté, n'ayez pas peur si on devient fragile, parce qu'en fait, c'est quand même une expérience dans laquelle on s'apprend des choses. C'est votre dernier livre. On s'apprend des choses réciproquement. C'est quand même une expérience humaine qu'on fera tous un jour. Quoi, le fait de vieillir? Et puis le fait peut-être d'avoir un parent fragile dont il faudra peut-être s'occuper, peut-être pas 24 heures sur 24, mais un petit peu. Vous voulez dire que l'échange est nourrissant? Voilà, l'échange est fécond, l'échange apporte quelque chose. Et il y a tellement de gens qui le disent, qui ne regrettent pas du tout de s'être occupés d'un parent. Il y a une chose importante que vous soulignez aussi, c'est de bien vieillir, se donner les moyens à soi aussi, en prenant soin de soi. Et ça nous rassure beaucoup, nous, les enfants, de voir les parents prendre soin de leur vieillesse sans ne pas partir trop vite. Et être heureux, épanoui. Oui, soin de soi physiquement, mais pas que physiquement. Dans la tête, moralement aussi. Moralement, spirituellement aussi, c'est-à-dire avoir un sens, avoir l'impression de continuer à être utile, parce qu'on apporte beaucoup aussi par la présence, par la bienveillance, et puis il y a de la relation avec les petits-enfants, avec les arrière-petits-enfants, enfin, tout ça, c'est que du bonheur. Hein. Alexandre, c'est un sujet évidemment qui vous passionne ce matin et vous êtes très nombreux à réagir. J'ai essayé d'être synthétique tellement il y a de sujets qu'on pourrait aborder. Alors d'abord, généralement, beaucoup de personnes en ce moment âgées nous disent, nous, la constante, on n'a pas envie de déranger nos enfants. Ça, on a beaucoup ça au standard. Parallèlement, on a également Tine et Frédéric qui nous parlent des familles d'accueil qui sont une solution pour eux qui est beaucoup plus satisfaisante que les maisons de retraite. Ouais. Une véritable solution, malheureusement, elle dit c'est assez peu répandu. Zabou de Gonesse, il y a aussi des gens qui ont les moyens et qui font pas mal de choses comme Zabou. Il dit voilà, et moi avec mon mari, on a un peu de sous, on a décidé de bâtir et de faire une chambre avec coin cuisine et coin douche pour maman quand elle sera plus âgée. Quand ils peuvent le faire, ils le font. Et également, il y a pas mal de gens qui me disent ce matin et que c'est aussi également une question de culture, puisqu'on n'aurait pas ce débat dans certains pays. On me cite les pays africains, les pays asiatiques ou en Russie, où ce débat n'aurait pas lieu, puisque les gens gardent leurs parents et leurs grands-parents chez eux. Marie, là-dessus, sur cette idée-là, ou moi, Édouard? Je peux peut-être répondre. Oui, c'est effectivement les personnes qui sont issues de sociétés traditionnelles, africaines, chinoises, voilà, ont un respect de la personne âgée qu'on a perdu, il faut bien le dire. Et donc, il leur est plus naturel de se projeter et d'accompagner leurs parents, y compris de se projeter dans une relation où ils seraient le parent de leurs parents, où ils s'occuperaient de leurs parents comme si leurs parents devenaient à nouveau, c'est ce qu'on dit, ce qu'on entend ici, des bébés. Ouais. Moi, je voudrais qu'on revienne sur cette notion de maison de retraite. Vous dites que telles qu'elles sont aujourd'hui, on n'en a pas envie. Mais ça suppose quand même un gros travail. Ça coûte beaucoup d'argent. Il faut que l'État prenne en charge cette idée-là. C'est un combat énorme à mener. Oui, alors moi, je suis quand même très déçue que Nicolas Sarkozy, qui en 2007 avait annoncé quand même une grande réforme du système de financement de la dépendance,
pense, qui comprend justement là d'autres solutions en termes de maisons de retraite, que tout ça soit remis aux calendes grecques. Je ne sais pas quand on en débattra. C'est très dommage parce que, je veux dire, justement, ça serait une manière de répondre à l'inquiétude de la génération des jeunes. Hein? Je crois que là, il faut absolument que les pouvoirs publics prennent ça en main. C'est notre avenir, c'est ce qui nous arrive. Vous avez interviewé Jacques Attali, par exemple, qui lui a réfléchi à ces questions-là et qui suggère dans l'immédiat que chacun réfléchisse sur le plan personnel à sa propre prise en charge. Oui, que chacun prenne une assurance. Je pense que c'est certainement la solution est à la fois une assurance personnelle, mais je crois qu'il y a aussi la solidarité nationale, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas les moyens. Et je crois que là, il y a une injustice actuellement. Hein, si vous êtes vieux et que vous avez un cancer, on va vous prendre en charge à 100%. Si vous êtes dépendant ou vous avez la maladie d'Alzheimer, 60% des frais sont pour vous ou pour vos enfants. C'est totalement injuste. Anne-Marie ? Non, ce que je voulais dire, c'était d'abord, les maisons de retraite, elles ne sont pas toutes... oui, on n'en a pas envie, les parents n'en ont pas envie, mais pour en avoir visité un certain nombre lors de reportages, il y en a quand même beaucoup qui sont aujourd'hui de très belles maisons, avec de très beaux projets, qui sont très vivantes, avec un personnel qui est incroyable. Et vraiment, on ressent que les personnes âgées qui y vivent sont heureuses. Et c'est pas une vue de l'esprit. Il y a une vraie joie. Voilà. Après, c'est aussi la manière dont on s'occupe de nos parents quand ils sont en maison de retraite. Si c'est pour les y laisser quand ils y meurent, ça n'a pas d'intérêt. Mais si on a une vraie interaction, et les maisons de retraite font en sorte d'avoir des espaces de vie pour accueillir les familles. Et ça, c'est quand même aussi une solution qui n'est pas forcément horrible et sordide si elle est bien réfléchie et pesée. Vous avez raison, parce qu'elles se sont beaucoup améliorées, beaucoup qui sont très bien. Et c'est vrai aussi, ce que vous dites, c'est que quand on s'occupe d'un parent qui est dans une maison de retraite, au moins, on est dans la relation affective et on n'est pas dans le quotidien des soins qui peuvent peut-être épuisants et qui gâchent la relation. Et qui peut conduire à la maltraitance. Merci d'être venus nous voir tous les deux. Qu'allons-nous faire de vous ? C'est publié aux éditions Carnet du Nord. Au Carnet du Nord. Et ceux qui sont intéressés par la colocation entre seniors, Christiane Baumel a un site internet, on a mis les coordonnées, parce que vraiment ça vaut la peine aussi la colocation entre seniors. Alors la colocation, et puis donc ces projets de béguinage. J'ai adoré ça, ce terme-là, béguinage. C'est parce qu'il y a béguine dans sa femme. Béguin. La béguin. Non, un petit béguin. Béguin, oui, c'est vrai. Il y a des béguins, il y a des béguins. Quand on vieillit. Heureusement. Merci d'être venu nous voir et bonne chance à ce livre. En tout cas, c'est un sujet qui a fait réagir nos téléspectateurs, Alexandre, n'est-ce pas ? Oui, beaucoup, énormément. Je pourrais vous en citer des kilomètres et des kilomètres en attendant d'accueillir notre invité suivant. Je voudrais juste dire, alors c'est vrai qu'il y a pas mal de gens, juste quand même, je dois le dire, comme Marianne de Biarritz, qui ont envie de lire votre bouquin, mais qui n'ont pas aimé votre titre, qui est peut-être un petit peu provocateur. Qu'allons-nous faire de vous ? Et il y a pas mal de gens qui disent, moi j'aime pas ce titre-là, j'ai beaucoup d'amis de 85 ans qui s'activent pour les autres, compris toutes leurs dispositions pour... mais c'est peut-être, il faut peut-être pas l'entendre de manière péjorative. Non, mais c'est une interrogation. Voilà. Non, Marie, c'est un peu provoquant. C'est une interrogation. C'est ce que je voulais vous faire dire. Absolument, oui. Mais voilà. C'est tout. C'est une interrogation. Merci. Hollywood.